Dans son bunker berlinois, Adolf Hitler regardait encore et encore les mêmes films de propagande. Des images de Varsovie en flammes, Londres dévorée par les incendies provoqués par les bombardements, des quartiers entiers réduits en cendres. Le dirigeant allemand ne se lassait jamais de ces spectacles de destruction. Mais une obsession le hantait jour et nuit, voir New York brûler de la même manière. Imaginez des gratte-ciels de Manhattan transformés en torches géantes, la fumée noire s'élevant au-dessus de l'océan Atlantique, les Américains terrorisés fuyant leurs maisons. Cette vision occupait tellement ses pensées qu'il en parlait constamment à ses généraux, exigeant qu'on lui présente un plan concret pour réaliser ce rêve dément. Au début de l'année 1942, alors que la guerre faisait rage sur tous les fronts, le Troisième Reich lança officiellement le programme America Bomber. L'objectif semblait complètement fou. Concevoir un bombardier capable de parcourir 11 600 km aller-retour, traverser l'Atlantique, larguer des tonnes de bombes sur les villes américaines et rentrer en Allemagne sans escale. Aucun avion au monde ne possédait une telle autonomie. Les ingénieurs allemands devaient accomplir l'impossible sous peine de décevoir leur Führer. Plusieurs entreprises aéronautiques se lancèrent immédiatement dans une course effrénée. Messerschmitt, Junkers, Focke-Wulf, Heinkel, tous voulaient remporter le contrat du siècle. Les plans les plus audacieux commencèrent à circuler dans les bureaux d'études. Certains proposaient des monstres volants à 6 moteurs, d'autres imaginaient des bombardiers géants équipés de réacteurs révolutionnaires. Les rumeurs les plus folles évoquaient même la possibilité d'emporter des armes nucléaires à bord de ces appareils. Le haut commandement allemand ne plaisantait pas. Il fallait frapper le cœur de l'Amérique, terroriser sa population, forcer Roosevelt à négocier la paix. Mais cette ambition dévorante se heurtait à une réalité brutale. L'Allemagne manquait cruellement de matériaux rares, de carburant, de main-d'œuvre qualifiée. Chaque nouveau prototype engloutissait des ressources précieuses dont l'armée avait désespérément besoin sur le front russe. Pourtant, Hitler refusait d'abandonner son projet. En 1937, bien avant le lancement officiel du programme, le Führer s'était rendu aux installations Messerschmitt à Augsbourg. Willy Messerschmitt lui présenta fièrement un prototype de bombardier quadrimoteur à long rayon d'action. Le constructeur garantit que cet appareil pourrait atteindre la côte est des États-Unis depuis l'Europe occidentale. Hitler était ravi, ses yeux brillaient d'excitation. Messerschmitt omit volontairement un détail crucial. Le prototype du Me-264 ne pouvait absolument pas voler. Il s'agissait d'une maquette non fonctionnelle assemblée à la hâte pour impressionner le dirigeant. Cette tromperie audacieuse donna néanmoins le coup d'envoi au développement du véritable appareil. Les années suivantes virent une frénésie de conception sans précédent dans l'industrie aéronautique allemande. Chaque bureau d'études travaillait dans le plus grand secret, espionnant ses concurrents, tentant de devancer les autres projets. La guerre entrait dans sa phase la plus violente. Les bombardiers alliés pilonnaient jour et nuit les villes allemandes, mais les ingénieurs continuaient obstinément à dessiner leurs avions transatlantiques. Personne ne voulait admettre que le temps manquait cruellement, que les Alliés se rapprochaient dangereusement des frontières du Reich. Cette course contre la montre allait produire certains des avions les plus extraordinaires jamais conçus pendant la Seconde Guerre mondiale. Le véritable Messerschmitt Mu-264 prit finalement forme plusieurs années après la démonstration frauduleuse d'Augsbourg. Les ingénieurs reprirent les plans d'un ancien avion de reconnaissance à long rayon d'action datant des années 30, le projet P-1061. Cet appareil, entièrement métallique, possédait des ailes hautes et 4 moteurs puissants. Le fuselage arrondi intégrait la cabine directement dans le nez, créant une silhouette sans rupture qui devint la norme pour les bombardiers lourds allemands. Les concepteurs montèrent des tourelles télécommandées sur les flancs, mais limitèrent volontairement l'armement pour conserver la capacité en carburant indispensable aux missions transatlantiques.
À l'intérieur, l'équipage disposait de couchettes et d'une petite cuisine équipée de plaques chauffantes, car les vols devaient durer plus de 20 heures sans interruption. Les premiers essais révélèrent immédiatement des défauts critiques. Les moteurs Junker Jumo 211, installés sur le prototype, manquaient dramatiquement de puissance. Les techniciens les remplacèrent par des BMW 901 spécialement conçus pour les missions à très longue distance. Mais le problème principal résidait dans la charge à l'air excessive qui générait une traînée considérable. L'appareil perdait en maniabilité, devenait instable aux vitesses élevées, nécessitait des pistes interminables pour décoller et atterrir. Le premier prototype volait sans armes ni blindage, rendant toute mission de guerre complètement suicidaire. Les 2 prototypes suivants reçurent enfin le blindage nécessaire pour protéger les positions des mitrailleurs, l'équipage et les moteurs. Pourtant, le 2e exemplaire restait dépourvu d'armement défensif et d'équipements essentiels, comme si les ressources manquaient déjà cruellement pour achever la construction. En 1943, la marine allemande, qui s'intéressait initialement au projet, changea brutalement d'avis. Les amiraux préféraient désormais les développements Junkers Ju 290 et 390, jugés plus fiables et moins coûteux. La Luftwaffe penchait plutôt pour le Heinkel HE 277 et le Focke-Wulf TA 400. Le gouvernement allemand coupa immédiatement tous les financements destinés à Messerschmitt. Le ME 264 venait de recevoir sa condamnation à mort avant même d'avoir prouvé sa valeur au combat. Fin 1943, le destin frappa cruellement. Durant un raid de bombardement allié, le second prototype explosa littéralement sur son aire de stationnement, pulvérisé par les bombes ennemies. Le 18 juillet 1944, le premier prototype subit le même sort lors d'une attaque aérienne alors qu'il servait dans une unité de transport, la Transportstaffel 5. Les dégâts étaient tellement importants que personne ne prit la peine de le réparer. Le 3e prototype, encore inachevé dans les ateliers, fut également détruit sous les bombes. Messerschmitt abandonna définitivement le projet pour concentrer tous ses efforts sur le ME 262, l'avion à réaction révolutionnaire qui semblait offrir de meilleures chances de succès. Pendant ce temps, Junkers travaillait frénétiquement sur son propre candidat au programme America Bomber. Le Ju 390 représentait une version agrandie du Ju 290, initialement prévu pour les patrouilles maritimes et le transport de charges lourdes. Les ingénieurs adoptèrent une solution radicale. Ils ajoutèrent simplement des segments d'ailes supplémentaires au centre de l'appareil et allongèrent le fuselage avec de nouvelles sections. Cette approche pragmatique permit de gagner un temps précieux. Le premier prototype, construit à partir du Ju 90 V6, effectua son vol inaugural le 20 octobre 1943 à l'usine de Dessau. Les performances satisfirent pleinement les commanditaires qui passèrent immédiatement commande de 26 exemplaires du nouveau Ju 390 A1. Aucun ne vit jamais le jour. À la mi-1944, le programme fut purement et simplement annulé, entraînant dans sa chute le Ju 290 également. Le second prototype du Junkers utilisait bien plus largement la cellule du Ju 290, créant un appareil encore plus imposant que le premier. Les planificateurs envisageaient 2 versions distinctes, le Ju 390B pour la reconnaissance maritime et le Ju 390C comme bombardier à très long rayon d'action. En novembre 1943, Hitler se rendit à Insterburg pour inspecter personnellement plusieurs prototypes d'avions prometteurs. Le Ju 390 figurait parmi les machines présentées au Führer. Les ingénieurs espéraient impressionner le dirigeant et obtenir enfin le feu vert pour la production en série. Après cette démonstration, le premier prototype partit prétendument pour Prague, où il effectua de nombreux vols d'essai jusqu'en mars 1944. Le 29 juin de cette même année, le ministère de l'Armement versa à Junkers le paiement pour 7 appareils Ju 390. Tout semblait enfin se concrétiser. Pourtant, en septembre, la commande initiale des 26 exemplaires fut brutalement annulée. Le projet entier disparut des priorités militaires allemandes. L'histoire du Ju 390 devient alors extrêmement confuse et contradictoire.
Les sources historiques divergent radicalement sur l'utilisation réelle de ces machines mystérieuses. Le second prototype reçut une configuration de reconnaissance maritime avec un radar FUG 200 ONVL pour détecter les navires de surface et 5 canons MG 151 de 20 mm. D'autres historiens contestent formellement cette version, affirmant que l'armement comprenait 4 canons accompagnés de 3 mitrailleurs MG 131 supplémentaires. Heinrich Hertel, directeur technique et concepteur en chef chez Junkers, déclara lors d'un interrogatoire en 1945 que le second prototype n'avait jamais été achevé. Cette affirmation contredisait toutes les autres sources documentaires. Personne ne pouvait affirmer avec certitude ce qui s'était réellement passé. Les archives allemandes, partiellement détruites durant les bombardements et la débâcle finale, ne permettaient plus d'établir la vérité. Selon plusieurs historiens, le Ju-390 vola effectivement lors de missions d'essai et peut être opérationnel. Un décret de juillet 1944 du ministère de l'Armement ordonna l'arrêt de tous les programmes d'avions de combat de grande taille. Le gouvernement voulait concentrer toutes les ressources sur le programme de chasseurs d'urgence destiné à contrer les raids de bombardiers alliés qui ravageaient quotidiennement l'Allemagne. Cette décision explique pourquoi de nombreux experts pensent que les vols du Ju-390 relèvent davantage de la légende que de la réalité historique. Pourtant, des témoignages troublants continuent de circuler. L'Oberleutnant Joachim Eisermann aurait piloté le second prototype sur la base aérienne de Rechlin le 9 février 1945. Les registres de vol mentionnent 50 minutes de circuit autour de la base, suivi d'un vol de 20 minutes pour transférer l'appareil vers Lars. Des observations aériennes surgirent aux 4 coins du monde, suggérant que les Allemands testèrent peut-être l'autonomie de l'avion sur des distances considérables. Le pilote d'essai Hans-Joachim Panchers confia au Daily Telegraph en 1969 avoir survolé le Cap en Afrique du Sud au début de l'année 1944. L'écrivain James O'Donnell apprit lors d'un entretien téléphonique dans les années 70 qu'Albert Speer lui-même évoquait un vol secret du Ju-390 au-dessus du Japon vers la fin de la guerre. Le récit d'O'Donnell demeure la seule source de cette information extraordinaire, car Speer n'écrivit jamais rien à ce sujet dans ses mémoires. L'allégation la plus fascinante concerne l'Amérique du Nord. En 1955, le magazine RAF Flying Review publiait un article stupéfiant. 2 Ju-390 auraient survolé New York pendant plus d'1 heure. L'année suivante, la revue présenta une lettre comme preuve de cette affirmation incroyable. Selon ce document, des prisonniers de guerre allemands révélèrent aux Alliés que le Ju-390 avait été livré à Francfort en juin 1944. Ces mêmes prisonniers affirmèrent que l'appareil avait accompli une mission de reconnaissance de 32 heures, s'approchant à 12 miles des côtes new-yorkaises. Les autorités britanniques dénoncèrent immédiatement ces affirmations comme de pures inventions. 2 rapports du renseignement britannique utilisèrent les interrogatoires de prisonniers et d'autres sources pour examiner sérieusement cette histoire. Ces documents affirment que le Ju-390 avait photographié Long Island depuis les airs. Malgré ces éléments troublants, aucune preuve concluante ne fut jamais présentée. L'histoire reste aujourd'hui non confirmée, flottant entre réalité et mythe dans les brumes de l'histoire militaire. En novembre 1944, le premier prototype fut expédié à Dessau, où les techniciens le démontèrent complètement avant de le détruire. Les Allemands voulaient empêcher l'armée américaine de mettre la main sur cette technologie lorsqu'elle arriverait dans la région. Le second prototype disparut également sans laisser de traces exploitables pour les Alliés. Pendant que Messerschmitt et Junkers échouaient lamentablement, Focke-Wulf développait son propre monstre volant. Le TA-400 représentait un bombardier lourd équipé de 6 moteurs, l'un des tout premiers avions à utiliser des composants fabriqués dans plusieurs nations différentes. Kurt Waldemar Tank conçut cet appareil comme avion de reconnaissance ou bombardier à très long rayon d'action. 6 moteurs radio BMW 801D fournissaient la puissance principale, auxquels s'ajoutaient 2 réacteurs Dumo 004
intégrés plus tard dans le développement. La conception démarra en 1943, avec la majorité du travail effectué par des employés français dans la commune de Châtillon, à Paris. Des contrats de construction furent attribués à des entreprises plus petites en Allemagne, Italie et France pour assembler rapidement les prototypes. Le design du TA400 présentait une aile montée haute avec un dièdre de 4 degrés et des panneaux extérieurs fortement effilés. 2 stabilisateurs verticaux aux extrémités de la queue caractérisaient sa silhouette unique. Un compartiment pressurisé pour l'équipage incluait un tunnel le reliant à la tourelle arrière. La défense de l'appareil reposait sur des tourelles télécommandées comprenant 4 mitrailleurs MG131 et 10 canons MG151. L'équipage comptait 9 membres, dont la majorité opérait les armes défensives. Le TA400 devait transporter 24 000 kg de bombes pour un poids total de 80 300 kg. Grâce au nombre impressionnant de moteurs, l'appareil aurait pu voler sur 12 000 km en croisière à 325 km/h. La version équipée des 2 réacteurs Jumeau 004 supplémentaires aurait atteint une autonomie maximale de 13 000 km en configuration bombardier ou 14 000 km en mission de reconnaissance. Focke-Wulf créa son bombardier America principalement comme solution de secours au Messerschmitt Me-264. Son développement aurait présenté un intérêt certain, mais le TA400 nécessitait énormément de matériaux rares et une main-d'œuvre excessive comparée à la proposition de Messerschmitt. Le ministère de l'Armement rejeta complètement le projet Focke-Wulf. En octobre 1943, l'entreprise reçut notification officielle de l'arrêt du programme. Kurt Waldemar Tank discuta néanmoins de sa continuation avec des industriels italiens de l'aviation lors d'une réunion en avril 1944. Cette rencontre laissa penser que le développement financé par l'industrie italienne continua jusqu'à la fin de la guerre, mais rien ne le prouve formellement. Heinkel proposa également son HE-277 dérivé du HE-177. Initialement prévu avec 2 groupes motopropulseurs Daimler-Benz DB606 combinant chacun 2 moteurs, le projet bascula vers 4 moteurs radio BMW 801 séparés suite aux problèmes techniques récurrents. Hermann Göring bloqua personnellement le développement du HE-277, exaspéré par les défaillances persistantes des moteurs du 177A. Il interdit formellement à Ernst Heinkel de travailler sur autre chose tant que ces problèmes ne seraient pas résolus. Selon certaines versions, Heinkel rencontra Hitler directement pour obtenir l'autorisation du 277. D'autres sources contredisent totalement cette version des événements. En février 1943, Heinkel soumit sa première proposition au ministère. Les esquisses révélaient un bombardier lourd avec une aile montée haute de 40 mètres d'envergure et un train d'atterrissage optionnel. Les plans prévoyaient 2 soutes à bombes divergentes, une pour la version avec roulette de queue et une autre pour la configuration avec train tricycle. La version équipée du train tricycle affichait une autonomie maximale de 11 100 km, égalant les capacités de son prédécesseur, le Me-261. L'armement aurait compris 5 tourelles, dont 2 avec équipage et les autres télécommandées. Ernst Heinkel tenta à 3 reprises distinctes de faire construire son prototype. Toutes se soldèrent par des échecs retentissants. Vers la fin de la guerre, 2 exemplaires furent assemblés avec uniquement des pièces de prototype prêtes en avril 1944. Le ministère ordonna alors à Heinkel de cesser immédiatement tout travail sur le 277 et de détruire ses composants. L'Allemagne perdait du terrain sur tous les fronts. Les Alliés avançaient inexorablement vers le cœur du Reich. Dans leur désespoir, les militaires allemands cherchaient frénétiquement une arme miracle capable de renverser le cours de la guerre. Ils développèrent la fusée V2, également appelée fusée America, conçue spécifiquement pour frapper l'ennemi par-delà l'océan. L'imagination destructrice allemande ne connaissait aucune limite.
Les stratèges militaires envisagèrent sérieusement d'armer des sous-marins avec des fusées et de les envoyer bombarder la côte est américaine. Des plans détaillés circulèrent dans les états-majors, décrivant comment les U-boats pourraient émerger au large de New York ou Boston pour lancer leurs missiles avant de replonger dans les profondeurs atlantiques. Ces scénarios fantastiques mobilisèrent des centaines d'ingénieurs et de techniciens dans des installations secrètes dispersées à travers l'Allemagne. Des milliers de travailleurs forcés, déportés de toute l'Europe occupée, trimés dans des conditions épouvantables pour fabriquer ces armes censées anéantir les Américains. Les usines souterraines fonctionnaient 24 heures sur 24, les ouvriers épuisés s'effondrant régulièrement sur les chaînes de montage. Beaucoup moururent d'épuisement, de maladie ou sous les coups des gardiens. Heureusement, certains de ces travailleurs forcés sabotèrent délibérément l'équipement allemand chaque fois qu'ils le pouvaient. Ils desserraient subtilement des boulons critiques, inversaient discrètement des connexions électriques, rayaient imperceptiblement des composants optiques, glissaient de minuscules débris métalliques dans les moteurs. Ces actes de résistance silencieuse contribuèrent à retarder ou empêcher le fonctionnement de nombreux systèmes d'armes. Mais le plus grand obstacle au programme America Bomber restait la campagne massive de bombardements alliés. Jour après jour, nuit après nuit, les forteresses volantes américaines et les bombardiers britanniques pilonnaient méthodiquement les usines allemandes. Les installations de production d'avions subissaient des raids dévastateurs qui anéantissaient des mois de travail en quelques minutes. Les bombardiers incendiaires transformaient les ateliers en brasiers infernaux, faisant fondre les machines-outils irremplaçables et carbonisant les plans techniques. Les chaînes d'assemblage étaient régulièrement pulvérisées, obligeant les Allemands à tout reconstruire ailleurs avec des ressources de plus en plus limitées. Chaque nouvelle usine secrète finissait inévitablement repérée et détruite à son tour. Le cercle vicieux s'accélérait tandis que le Reich s'effondrait. Les capacités transatlantiques tant désirées ne virent jamais le jour. Aucun bombardier allemand ne franchit l'Atlantique pour larguer des bombes sur le sol américain. Les prototypes restèrent cloués au sol par manque de carburant, détruits lors des raids aériens ou abandonnés incomplets dans des hangars déserts. Le rêve fou d'Hitler de voir New York en flammes demeura exactement cela. Un rêve irréalisable, une obsession mégalomane qui gaspilla d'innombrables ressources humaines et matérielles. Les ingénieurs brillants, les ouvriers sacrifiés, les tonnes d'aluminium et d'acier rares, tout fut dilapidé en vain pour des machines qui ne combattirent jamais. Le programme America Bomber illustre parfaitement l'hubris du Troisième Reich, cette arrogance démentielle qui prétendit conquérir le monde entier sans posséder les moyens de ses ambitions démesurées. Aujourd'hui, seuls quelques fragments et photographies témoignent de ces projets grandioses avortés, rappelant comment la folie humaine peut engloutir des vies et des ressources dans des chimères destructrices. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur ces projets incroyables. Mettez un like si vous avez apprécié ce récit historique et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale.